Si vous ne me connaissez pas déjà, bienvenue à vous. Je suis Christophe Casalegno, Brain Override sur Internet. Je suis entrepreneur depuis plus de 25 ans, principalement dans la tech. Je suis passionné de science, de technologie et de biohacking. Chose promise, chose due, moins de 24 heures après la première vidéo, la suite arrive. Donc on a eu le temps de voir la création de la machine virtuelle sur le cluster Proxmox, l'installation de la distribution Linux Debian 12 Bookworm, ainsi que l'installation de la Stack Lamp. On continue pour la migration de notre site WordPress. C'est parti. On est de retour dans notre console pour terminer notre travail d'hier, c'est-à-dire la migration du site www.christophe-casalegno.com, un site WordPress qui tourne aujourd'hui sur une Debian 10, qu'on migre sur une Debian 12 avec des versions plus récentes. Je ne sais pas si cette migration va fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gros bond en avant de la base de données, notamment, qui passe en MariaDB 11.6 si je ne dis pas de bêtises, et je ne suis pas sûr de la compatibilité. Pourquoi ? Parce que c'est un très vieux WordPress que je fais évoluer moi de mon côté avec un très vieux thème, et au fur et à mesure du temps je suis obligé de le mettre à jour. Donc je vais avoir besoin de quoi sur cette machine ? Un utilisateur système. Au sein de cet utilisateur système, je vais créer un pool PHP FPM qui va tourner avec les droits de cet utilisateur dans la version de PHP que je vais utiliser, donc ici la 8.3 probablement. Une base de données, un utilisateur de base de données, les droits qui vont avec. Sachant que sur les Stack Lamp StackX, chaque environnement est cloisonné et tourne sur un utilisateur système à part, ce qui permet à la fois d'avoir plein de versions de PHP différentes qui tournent sur différents sites, mais également d'avoir un cloisonnement en cas de compromission d'un site pour éviter que ça aille infecter les autres. Tout ça, bon, je vais le faire avec un script parce que sinon ça serait beaucoup trop long, il faudrait que je fasse toute une série de vidéos. Donc j'ai un script pour ça qui s'appelle vhost. Voilà comment il se présente. Donc ici, il y a l'email, donc je mets mon adresse email. Ici, il y a le nom du vhost, donc qui est christophe-casalegno.com. Les éventuels alias, donc ici je vais mettre l'alias 3W. La version de PHP, donc ici on va mettre la 8.3. Au moment où je lance cette commande, il se passe quoi ? Ça va aller créer l'utilisateur système, donc si on fait untail etc passe WD, vous voyez un nouvel utilisateur qui a été créé ici. Cet utilisateur système, c'est lui qui va venir héberger les fichiers du site, mais on a également eu la création d'une base de données. On va la retrouver ici. On a également eu la création de l'utilisateur de la base de données qui va avec. On a également eu la création du pool PHP FPM correspondant. Donc si on va dans la version 8.3 qu'on a précisé ici, FPM pool, on va le retrouver ici, christophe-casalegno.com. Donc si j'affiche le contenu du site, on peut voir justement le nom d'utilisateur système utilisé pour faire tourner le pool FPM. L'avantage, c'est que chaque script PHP va tourner avec l'UID du compte qui l'héberge. Après, il y a des paramètres de configuration du pool FPM en question. Et on a aussi de configurer voilà comment ça se présente. On a la déclaration d'adresse IP, le document root, donc la racine du site internet en question, le serveur name, les serveurs alias, deux fichiers de log, un pour les requêtes, un autre pour les erreurs. Ça, c'est le petit appel qui permet l'exécution des scripts PHP par le pool PHP FPM qu'on a configuré juste avant, qui était juste au-dessus, qui est ici. Donc on a tout ce qu'il nous faut. Là, ce qui nous manque, c'est un certificat SSL. Je pourrais importer l'ancien certificat, mais je vais générer un nouveau certificat au moment de la migration. Donc si j'essaye de le générer maintenant, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le pointage DNS correspondant. Donc si je fais un SXSSL pour le configurer, voilà ce qui va se passer. Il va faire la vérification. Il va voir que l'adresse IP, elle pointe pas sur la bonne machine. Il dit, je ne peux pas la générer. Pour rappel, ce SXSSL, il y a une vidéo que je vais essayer de vous mettre ici en lien. J'ai consacré une vidéo pendant laquelle j'écrivais ce script. On peut passer à la migration des données et de la base de données à proprement parler. Alors là, il y a plein de façons de faire. On pourrait utiliser AirSync, on pourrait utiliser des systèmes d'import à distance, on pourrait faire plein de choses. Là, on va faire très simple. On va faire un tar du site, il n'est pas bien gros, un backup de la base de données et ça va bien faire le job. Je vais refaire un peu d'espace de l'autre côté. On va se connecter à l'ancien.
Le répertoire qui m'intéresse, c'est le répertoire 3W où j'ai actuellement mon site. Ce répertoire 3W, si on vient voir ici dans le vhost, c'est celui-là en fait, hein, c'était le document root du site internet. Une fois que j'ai ce fichier, il faut que je fasse le backup de la base de données. Je ne vais pas m'embêter. Donc j'utilise MySQL dump. Je pourrais juste faire un MySQL dump de la base et rediriger ça vers un fichier .sql. Moi, j'utilise quelques options supplémentaires. Donc, comme vous voyez, il y a l'option "-opt". Elle inclut toute une série d'options qui sont déjà prévues, en fait, comme des petites sous-options, comme l'option quick. Enfin, il y a différentes choses. Ça va désactiver les index temporaires pour rendre la restauration plus rapide après l'injection. Enfin, il y a plein de petites choses que j'ai sélectionnées. Ensuite, on a le single transaction. Ça, c'est intéressant parce que ça va permettre d'effectuer le dump dans une seule transaction. Donc, ça va prendre un snapshot consistant de la base. Alors, attention, ça marche avec InnoDB, ça marche pas avec des tables MyXAM. Ça va éviter de bloquer votre base, que vous ne pouvez pas écrire dessus ou faire des updates pendant que vous êtes en train de faire votre dump. Alors sur une toute petite base de données comme celle-là, ça n'aurait pas un gros impact. Sur une grosse base de données qui va mettre plusieurs minutes ou plusieurs dizaines de minutes à se sauvegarder, on pourrait se retrouver dans une situation de blocage. Ça va éviter cette situation de blocage. Ensuite, on a le xblob qu'on voit ici. Alors lui, par contre, il est important. Je la retrouve pas souvent cette commande et pourtant elle peut vraiment être salvatrice. Retenez-la, enfin cette option plutôt, c'est que xblob, ça va vous permettre de sauvegarder toutes les colonnes de type blob et texte au format hexadécimal. Et ça va vous permettre d'éviter tous les problèmes d'encodage qui peuvent arriver. Notamment sur des blogs, vous avez beaucoup de texte, tout ça, et vous pouvez vous retrouver avec des mauvaises surprises. C'est-à-dire avoir un site qui fonctionne bien en apparence, puis vous retrouver avec des textes qui sont tout démontés parce que vous n'avez pas les bons codes page ou ce genre de choses. Les triggers, il n'y en a pas sur ce site, ça permet juste de backuper les triggers. Si vous avez des triggers et que vous ne le mettez pas, vous allez avoir un dump qui ne contient pas les triggers. Le "-r" pour routine, ça c'est pour les procédures stockées. La même chose, donc procédure, fonction stockée. Si vous en utilisez, moi j'en utilise pas là non plus, vous allez les zapper en faisant votre dump si vous ne les avez pas mises. Le "-e", c'est pour les events, donc là c'est tous les événements qui sont programmés dans le dump, comme les tâches qui ont été planifiées par le moteur MySQL ou MariaDB. Donc ici c'est peu probable qu'on en ait également. Comment, c'est juste que ça va nous indiquer en commentaire tout ce qui est version de MySQL utilisée, toutes les petites informations qui peuvent être utiles après pour la compatibilité. Dump date, bah là c'est simplement la date en fait du dump. Le no auto commit, ça permet d'optimiser la restauration en gérant de manière explicite les transactions. Le -- master data, ici on n'en aura pas besoin non plus. Ça c'est dans le cadre où j'ai un master slave, d'utiliser cette commande, ça vous permet un truc génial, c'est que vous n'allez pas avoir à aller replacer sur le slave la bonne position dans le bon fichier de log. Bah, ça sera directement inclus dans le dump, donc vous injectez votre dump, vous faites un start slave et ça marche tout seul, ça va reprendre tout seul. Max allowed packet, c'est la taille maximale des paquets qui est permise. Pigs, c'est l'équivalent d'un gzip, sauf qu'il va tourner en parallèle. Quand on lui donne pas d'option, il va tourner sur 50% des CPU de la machine. Comme vous avez pu voir, c'est relativement rapide. Une fois qu'on a fait tout ça, on va venir récupérer ces fichiers. Donc, je vais les récupérer via SFTP, mais vous pouvez les récupérer via le protocole de votre choix. Donc on a un 3w.tar et on a aussi notre petit dump SQL. Maintenant je vais faire la même chose mais je vais l'envoyer à la place sur notre nouvelle machine. Donc sur notre nouvel utilisateur. Maintenant qu'on a fait ça, on peut venir se reconcentrer ici. C'est dans data. On a nos deux fichiers. Donc, le fichier .tar, c'est pas compliqué. Il suffit de le détarer, ça va remplacer le 3W actuel. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais fixer les permissions pour le faire appartenir au bon utilisateur et pas à route. Ça, c'est fait. Ensuite, alors là, je suis même pas obligé de décompresser. Donc, soit vous utilisez Zcat avec le fichier et vous le pipez après sur la commande MySQL. Soit vous pouvez d'abord le décompresser et après directement l'injecter via MySQL. Donc la database, comme on est en route, il n'y a pas besoin d'authentification, ça m'évite d'avoir à vous faire circuler des logins et des mots de passe et puis de faire des floutages à l'écran. Et c'est terminé. On a fait l'injection et on a mis les fichiers du site. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est modifier la configuration de WordPress pour matcher le nouvel utilisateur, les nouveaux emplacements, les nouveaux mots de passe. Pour les mots de passe, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais enlever la fenêtre. Mais ce qu'on peut déjà faire, c'est rechercher l'utilisateur. L'utilisateur qu'on recherche, l'ancien, c'est celui-là.
Donc ici, on a le wp-config.php qui vient déterminer le nom de la base de données, le nom de l'utilisateur et aussi le mot de passe. Et on voit aussi qu'on a un chemin écrit en dur dans optimize 404handler.php et advanced cache. Là, ça peut dépendre des modules que vous utilisez ou pas sur votre WordPress et de sa version. Donc ici, on pourrait aller éditer avec Vim pour le remplacer, ou on pourrait faire un sed, par exemple, de l'ancienne valeur qu'on remplace par la nouvelle valeur dans les fichiers en question. Donc ici, on a le wp content advanced cache. Ici, on a le handler PHP. Et on a enfin le wp config.php qui se trouve à la racine du site. Si je viens refaire mon grep, on n'a plus de traces de l'ancien utilisateur. Ce que je vais faire, c'est que je vais masquer pendant quelques secondes ce qui se passe à l'écran. Je vais juste aller remplacer le mot de passe. C'est fait, je peux vous remettre la console. Ça m'évite d'avoir à faire du floutage de post-production et de pouvoir sortir mes vidéos beaucoup plus vite. Maintenant qu'on a fait tout ça, il nous reste à tester. Alors je pourrais générer un certificat SSL bidon auto-signé pour faire des tests en amont. C'est un site perso, on va pas s'embêter. Donc on va faire les modifications sur le serveur DNS, on va générer les nouveaux certificats SSL et tester en live. Je commence par me connecter sur le serveur DNS correspondant. J'édite la zone. Ici, je viens remplacer l'adresse IP pour christophe-casalegno.com par la nouvelle adresse IP. Pour le 3W, pas la peine, c'est un CNAME, donc un alias, ça va pointer directement. Pour le numéro de série que vous ne m'avez pas vu incrémenter, c'est parce que j'ai un petit script qui le fait tout seul. Et donc incrémente le numéro de série. Relançons complètement avec un restart, soyons fous. Maintenant, on peut faire le test. Est-ce que ça pointe au bon endroit? Apparemment oui. Je vais donc me connecter à nouveau sur le serveur et générer maintenant les certificats SSL pour christophe-casalegno.com et www.christophe-casalegno.com. Donc là, il vérifie, il voit que les pointages IP correspondent bien à la machine. Donc il lance la commande certbot pour appeler Let's Encrypt et générer les certificats SSL. Les certificats SSL ont correctement été déployés, ce qui est plutôt bon signe. On va pouvoir passer au test du site. On bascule sur le navigateur et on teste. Bon, c'est déjà un bon signe, ça s'affiche. Ok. On va voir si on peut se balader normalement. Ça a l'air pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à l'admin. Ah, erreur critique survenue. Ça commence. Premier problème. Alors ça peut venir de plusieurs choses. Ça pourrait venir de la version de la base de données. Si c'est le cas, j'aurais pas d'autre choix que de faire une régression et de partir sur une autre version. On va quand même jeter un petit coup d'œil dans le fichier d'errorlog. Ah, attendez, là vous voyez rien. Je vais pas me laisser avoir cette fois. On va pas tout recommencer, hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, c'est pas beau. On a une belle erreur. Non, mais tout ça, c'est quoi? Got error PHP, mais là, c'est du warning. Sur la base, on s'en fout un peu. On va essayer de rafraîchir la page, voir ce que ça nous donne. Ah, je crois savoir ce qui peut rentrer en compte. Je crois avoir un petit htaccess personnalisé dedans, mais je suis plus sûr. Je vais vérifier. htaccess. Qu'est-ce qu'on a ici? Quelques rewrites. Alors ça, c'est des petits trucs que je rajoute des fois en plus, des petites protections, mais là, ils n'y sont pas. Donc, il n'y a pas de raison. Des redirections, des rewrites. Alors, je vais être obligé d'aller traficoter dans le wp-config et vérifier à la main si j'ai pas des petites choses à corriger à l'intérieur. Comme j'ai les mots de passe qui se baladent, je vais être obligé de vous couper l'image. Je reprends juste après et je vous explique tout ça. Bon, alors après avoir effectué quelques tests et quelques vérifications aussi sur l'ancien serveur, je n'ai pas fini de porter ce thème pour les dernières versions de PHP. Donc en attendant, je vais faire une régression juste de la version de PHP, ce qui va prendre quelques secondes. Donc pour ça, je vais juste déplacer le pool correspondant vers une version plus ancienne. Donc j'ai vu qu'elle tournait à 7.4 de PHP. On va redémarrer
la version 8.3, puis la version 7.4. On va revenir ensuite sur notre WordPress. Ici, on va rafraîchir et on a apparemment le même message d'erreur. Bon, alors ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'avais coupé, je suis allé faire des modifications dans le custom-widget.php pour essayer d'adapter le code. Et les adaptations que j'ai faites du code pour fonctionner avec PHP 8 ne fonctionnaient plus avec PHP 7.4. C'est pour ça que la remise en arrière n'a pas fonctionné. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste retéléchargé le fichier custom_widget.php dans sa version originale. Et là, ça fonctionne correctement en PHP 7.4. Bon les amis, malgré quelques petits incidents techniques, on s'en est pas trop mal tiré. Il n'est pas impossible que je vois apparaître de nouveaux bugs à l'avenir liés peut-être à la version de la base de données. Je programme dans un coin de faire le portage de mon thème pour des versions plus récentes de PHP. C'est ce que je fais déjà depuis des années et des années. À part ça, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve peut-être en live tout à l'heure ou demain, je n'en sais rien. Ou à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal Telegram si vous ne souhaitez pas manquer mes prochaines vidéos parce que l'algorithme de YouTube le propose à des gens qui n'ont strictement rien à voir avec ce que je fais. Sur ce, je vous dis ciao, prenez soin de vous.